Bonjour, bienvenue. Nous sommes aujourd'hui au théâtre à Douai pour ce débat organisé par la ville dans le cadre de la Semaine verte de la ville de Douai qui se déroule du 24 au 30 avril. Et pour ce débat, on va poser la question: faut-il éteindre la lumière? Pour répondre à cette question, les invités à ce débat: Roger Couillet, bonjour. Bonjour. Roger Couillet, vous êtes ingénieur en éclairage public, président du centre régional de l'Association française de l'éclairage. Vous êtes également
auteur de l'ouvrage Éclairage des espaces extérieurs aux éditions Le Moniteur. Et pour résumer, on pourrait dire que vous êtes le monsieur éclairage de la ville de Douai. Avec nous également Johan Roulet, écologue. Vous travaillez pour un bureau d'études Odyssée. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, d'abord, première question, Johan Roulet, un écologue, c'est quoi sa mission? C'est laquelle? Alors, un écologue, c'est vrai que c'est pas connu, c'est un peu un métier de l'ombre. Un écologue, c'est un professionnel qui va faire des inventaires faune-flore sur le terrain. Il va diagnostiquer les enjeux en termes de préservation de la biodiversité et il va conseiller les professionnels, les particuliers, enfin ceux qui le sollicitent pour mettre en place des mesures pour préserver la biodiversité. Ça peut être dans le cadre d'un projet, ça peut être aussi d'un projet d'aménagement, ça peut être aussi dans le cadre d'un diagnostic, par exemple dans une zone Natura 2000, enfin une zone à préserver où on veut savoir quelles espèces sont présentes, etc. C'est le rôle d'un écologue. Quand on parle de biodiversité, on entend la présence du vivant animal comme du vivant végétal. Oui, tout à fait. Oui, vivant animal, végétal, c'est ça. Et puis voilà, les mousses aussi. C'est toute une diversité qu'il faut étudier. C'est tous les composants vivants d'un écosystème. Après, bien sûr, tous les écologues ne peuvent pas avoir toutes les compétences pour tout étudier, mais chaque écologue souvent est spécialisé dans un groupe en particulier. Roger Couillet, je vous présentais tout à l'heure de façon assez longue et j'ai résumé en disant que vous êtes le monsieur éclairage de la ville de Douai. Ça vous va, ça? Ça me va, oui. Donc, je suis en charge des installations d'éclairage de la ville de Douai depuis presque un peu plus de 28 ans maintenant, presque 29, où mes missions principales sont la conception et la pérennisation des installations d'éclairage de la ville. Donc, en prenant en compte l'optimisation énergétique, technique, et également, depuis quelques années maintenant, la biodiversité et l'impact des nuisances lumineuses des installations sur la biodiversité. L'éclairage de Douai à l'extérieur. Éclairage extérieur de la ville, tout à fait. L'éclairage qu'on trouve dans les rues, dans les parcs, voilà, tout ce qui est aménagement extérieur de la ville. Alors, la ville de Douai, combien de points lumineux sur l'espace public? 10 000 points environ. 10 000 points commandés par 170 armoires de commande. C'est une proportion raisonnable pour la ville de Douai au regard du nombre d'habitants et de sa géographie, parce que c'est une ville également particulière avec des quartiers excentrés. Oui, tout à fait. C'est une ville qui est très étendue et quand on compare par rapport aux strates identiques en termes de ville, nous sommes dans les ratios. Que ce soit en termes de points lumineux, en termes de consommation énergétique, voilà, on est dans les ratios, on va dire, nationaux pour notre ville. Alors, Johan Roulet, Roger Couillet, vous allez passer la semaine ensemble puisque demain vous serez à nouveau présent sur un web binaire pour présenter la trame sombre. C'est à 18h30 que ça se passera. Mais on en parlera de la trame sombre. Là, vous la détaillerez beaucoup plus demain. On va l'évoquer au cours de ce débat. Votre première rencontre, parce que ce n'est pas la première fois que vous vous rencontrez, comment vous vous êtes rencontrés l'un et l'autre? Vas-y. En fait, au sein d'Odyssée, on a donc débuté une thèse avec Julie Pauvel, donc une thésarde qui travaillait sur les leviers d'action pour réduire les nuisances lumineuses vis-à-vis de la biodiversité et notamment des chauves-souris. Donc cette thésarde développait des modèles statistiques pour identifier les cheminements des chauves-souris et donc identifier les zones où la lumière pourrait poser problème. Elle faisait des modèles à très grande échelle dans des grands centres urbains et là, en fait, avec Douai, avec l'accord de la commune de Douai et puis donc avec l'aide de Roger, on a développé un protocole pour essayer d'identifier, d'appliquer un petit peu cette méthode à l'échelle de la commune de Douai. La chauve-souris, parce que c'est un indicateur, c'est ça? Ouais, la chauve-souris, en fait, parce que c'est un animal qui est, en fait, on parle de la chauve-souris, mais il faut savoir qu'il y a à peu près environ une trentaine d'espèces de chauves-souris en France. Chaque espèce est spécialisée dans certaines proies, certains habitats. On va avoir des chauves-souris plutôt des milieux ouverts, donc c'est-à-dire dans villes, dans les jardins. On va avoir des chauves-souris spécialisées dans les forêts, des chauves-souris spécialisées même dans les falaises, les hautes falaises alpines, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité d'espèces. Chaque espèce est spécialisée dans un type de proie. Ça veut dire que on ne va pas retrouver toutes les espèces au même endroit. Et à savoir aussi, c'est que les chauves-souris, on peut les inventorier. La nuit, en fait, on fait des inventaires acoustiques. Et en fonction de on peut identifier combien de temps restent les chauves-souris en un point. En fait, on pose un enregistreur où on écoute de façon active avec des appareils. Et on sait combien de temps la chauve-souris reste sur un point donné. Donc ça, on peut faire des études quantitatives. Ça veut dire on peut quantifier l'activité des chauves-souris. Donc, première chose, ce sont beaucoup d'espèces. On les trouve partout.
Deuxième chose, on peut quantifier son activité. Et enfin, troisième chose, c'est un groupe d'espèces qui est sensible en fait à la lumière. Globalement, ils sont tous sensibles. Il y a des espèces qui le sont plus ou moins. Il y a des espèces qui vont s'écarter de la lumière de façon stricte, c'est-à-dire que voilà, elle ne veut pas s'approcher de la lumière en aucun cas. Et d'autres espèces qui vont profiter du fait que des insectes sont attirés à la lumière pour venir exploiter ce stock d'insectes. Mais il y a eu des études qui ont montré que dans le cas où une chauve-souris se déplace d'un point A à un point B sans vouloir forcément se nourrir, ou alors le fait qu'il n'y a pas d'insectes à cet endroit-là, la chauve-souris va contourner l'éclairage quand même. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauve-souris qui aiment la lumière, il va y avoir des chauves-souris qui vont les tolérer plus ou moins, en fonction des espèces. Votre rencontre dans ce cadre-là, c'est en quelle année ? 2018, fin 2018, lorsqu'on a eu connaissance du projet. Donc on a été contacté, donc Odyssée a contacté la ville pour ce sujet, et donc de mise en place de diagnostic d'un corridor écologique. Je vous avoue qu'au premier abord, on s'est un peu posé des questions, corridor écologique, nuisance lumineuse. On se demandait quel était le lien qu'il pouvait y avoir. Et puis finalement, en discutant un peu avec, donc on a rencontré donc Odyssée, en discutant à plusieurs reprises avec eux, on s'est aperçu qu'on parlait le même langage. Donc on avait les mêmes enjeux, mais qu'on n'abordait pas par les mêmes chemins. Et donc, ce qui étant, mis à part le côté technologique, on était quasiment d'accord à 90% sur les idées, ce qui est quand même très rare, sur des métiers qui au départ sont antagonistes. La biodiversité, l'éclairage extérieur, ça fait pas forcément bon ménage. Et là, donc, on a pu donc échanger, et par le biais du diagnostic qui a été mis en place, on a pu progresser. Et quand le diagnostic a été fait de trame sombre, on a donc pu ensuite la mettre en œuvre. Pourtant, l'impact lumineux sur la biodiversité, sur le cadre de vie, a été pris déjà en compte en 2010 dans la loi Grenelle 2 qui fixait entre autres des normes. C'est-à-dire que votre réflexion, vous l'aviez tout de même déjà amorcée ? Oui. Alors, la loi Grenelle date de 2009-2010, avec un décret en 2011, un arrêté en fin 2018 d'ailleurs, qui fait beaucoup polémique, cet arrêté. Et au niveau de cette réflexion, on a déjà anticipé, on va dire, cette prise en compte de nuisances lumineuses, notamment lorsqu'on pose des poids lumineux en ville, d'éviter d'éclairer des arbres, qu'on met des encastrés dans le sol, de faire attention où on les met. Au niveau des espaces verts, de bien se poser la question, est-ce qu'il faut qu'on éclaire ? Donc c'est toute installation, la première question, c'est est-ce qu'on doit éclairer ou pas ? Notamment, je prends l'exemple du parc Bertha récemment. Voilà, tout projet aujourd'hui prend en compte la biodiversité, et c'est vrai que par rapport à la réglementation, on était déjà un peu en avance sur ce qui se faisait, tout à fait. Vos priorités sont lesquelles ? C'est le coût lié à la consommation de l'énergie pour l'éclairage public, c'est la sécurité des biens et des personnes, ou c'est véritablement l'impact environnemental de l'éclairage public ? Alors si je prends ma casquette technicien, c'est un peu un mélange des trois. En fait, voilà, aujourd'hui, nos missions sont de trouver un consensus entre ces différentes composantes qui font partie d'un projet d'éclairage. Et après, en fonction, comme pour le cas de la trame sombre, si l'accent est donné à la biodiversité, priorité donnée à la biodiversité, la protection, on mettra un peu plus sur ce curseur-là, en veillant quand même à conserver un certain équilibre. L'idée aujourd'hui d'un projet d'éclairage, c'est de pouvoir conserver un équilibre entre ces trois volets. Et j'ajouterai même un quatrième qui est la partie maintenabilité des installations. Parce que si on pose une installation, il faut qu'elle puisse être pérenne et vivre, entre guillemets, pendant 20-25 ans, en ayant le minimum d'entretien, donc le minimum de coûts en fonctionnement. Voilà, donc aujourd'hui, on essaie de trouver un consensus entre l'ensemble de ces différents paramètres en fonction des commandes que l'on a. Le coût, justement, de l'éclairage public sur la ville de Douai, vous en avez une idée ? Vous pouvez nous donner un chiffre ? Le coût de la facture, ouais. C'est un peu plus de 800 000 € par an, TTC. Par an. Pour la ville. Hors investissement. Hors investissement, c'est-à-dire c'est ce qu'on paye en termes sur la facture pour la consommation énergétique. Johan Roulet, la pollution lumineuse, pour vous, c'est quoi ? C'est l'éclairage public qui va trop éclairer une
chambre à coucher ou c'est l'éclairage public qui va empêcher la chauve-souris d'aller se promener ou même de dormir? Moi, je reprends la formule de Roger avec ma casquette d'écologue. Je dirais que la pollution lumineuse, pour moi, c'est celle qui va éclairer la biodiversité. Celle qui rentre dans la chambre à coucher, je suis écologue, je ne suis pas forcément compétent pour parler de la santé humaine ou de l'aspect sociologique. Mon rôle en tant que professionnel, ça va d'apporter mes connaissances et mon expertise sur la biodiversité. Et c'est ce qu'on a fait du coup au sein de la trame sombre de Douai. Du coup, on a vraiment apporté notre expertise en termes de connaissance de l'impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris pour identifier justement avec Roger justement la balance entre les nécessités d'enjeux de préservation de la biodiversité et les autres enjeux justement. On est venu donner du poids un petit peu à certains éléments, quoi. La trame sombre dont vous parlerez demain beaucoup plus en détail au cours du webinaire. Je rappelle que c'est à 18h30. Alors, la réflexion sur l'éclairage public, on l'a bien compris, ça s'inscrit dans un projet de ville de l'avenir. On nous parle de réchauffement climatique, du besoin d'adapter la ville également, de créer des espaces de fraîcheur, des puits de fraîcheur, de renaturer la ville. Vous avez tout ça également, vous, aujourd'hui, à l'esprit. C'est nouveau ou c'est quelque chose que on forme aujourd'hui à l'éclairage public de façon différente qu'hier, en quelque sorte? On forme, oui, parce que la technologie évolue, les produits évoluent, les enjeux évoluent également, la réglementation, donc on est en perpétuelle évolution. Depuis 30 ans que je fais de l'éclairage, c'est un monde professionnel qui est en perpétuelle évolution. Donc ce qu'on faisait il y a 10 ans, aujourd'hui on ne fait absolument plus comme ça, et dans 10 ans on ne fera certainement plus de la même manière. Là, les derniers projets qu'on a réalisés, notamment sur celui de la rue de Belin, on est vraiment sur de la mutualisation de supports, d'infrastructures, et l'éclairage, en tant que tel, est un des acteurs de l'espace extérieur. Sur un même support, on va trouver du dispositif Wi-Fi, des ports de recharge USB, de la recharge pour véhicules électriques, enfin, tout ce qu'on peut trouver en domaine électrique sur le domaine extérieur, différents tours de capteurs. Et l'éclairage est un des points d'entrée de l'espace extérieur. À cela, on va prendre aussi en compte les surfaces. Donc aujourd'hui, on va plus éclairer forcément de la même manière qu'auparavant. La technologie a aidé aussi à optimiser les installations. Et si on a une surface claire, on va pouvoir aujourd'hui adapter la température, ce qu'on appelle la température de couleur. On a une lumière plus ou moins blanche qui tire plus ou moins vers le jaune en fonction des différents espaces. Chose qu'on ne pouvait pas faire il y a 10-15 ans où on était cantonné dans une seule température de couleur. Et si je peux dire compléter, en plus, c'est que ce qui est assez intéressant sur cette thématique-là, c'est qu'il y a un alignement des planètes entre l'évolution technologique de l'éclairage, avec l'apparition des lumières LED, l'apparition de l'éclairage intelligent, etc. Enfin, vraiment, les nouvelles technologies. Et en même temps, dans le monde scientifique, on s'aperçoit de plus en plus de l'importance du rôle de la lumière dans les écosystèmes. La lumière artificielle nocturne, j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, de plus en plus, des recherches sont menées et des résultats sont trouvés sur les modifications soit du comportement, soit du métabolisme de la faune et de la flore vis-à-vis de la pollution lumineuse. Donc en fait, il y a vraiment il y a ce truc-là où la technologie se développe et le niveau de connaissance scientifique de l'impact de la pollution lumineuse sur les nuisances lumineuses sur la biodiversité se développe aussi. Et c'est aussi pour ça, c'est aussi ce qui explique l'apparition du concept de trame sombre, de trame noire, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est vraiment cet alignement des planètes. Ces nouvelles technologies qu'on peut aujourd'hui mettre en œuvre, elles coûtent plus cher que celles qu'on mettait en œuvre avant, ou est-ce qu'on a les moyens d'être dans le coûte que coûte? C'est une expression qu'on a connue, mais est-ce qu'on peut se dire, pour limiter ne serait-ce que l'empreinte carbone liée à l'éclairage public, on doit investir et on peut investir, ou alors il y a des limites? Alors c'est une question un peu compliquée avec une réponse simple à apporter. Tout projet aujourd'hui se fait dans le cadre d'une étude technico-économique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va mesurer, je vais reprendre l'expression, la balance bénéfice-risque. Voilà. Pour regarder, on va investir par rapport aux usages. Donc pour faire des économies, il faut investir. Ça, c'est la première des choses. On ne fait pas d'économie substantielle, parce que l'économie, ce n'est pas que sur la facture, c'est aussi sur la partie maintenance, entretien. Les gens qui vont dépanner, les réseaux, parce que tout ce qui est enterré, qui ne se voit pas, s'entretient également, donc ça a un coût également. Donc toutes ces données-là,
Aujourd'hui, c'est de l'énergie grise qu'il faut optimiser. Donc lorsqu'on fait du projet, on va se poser le coût. Quels sont les usages? Les opérations qu'on a fait sur les quais de Scarpe il y a maintenant 4 ans, on s'est posé la question, on va poser de la LED parce que c'était les premières installations qu'on mettait en LED au niveau de la ville. Et donc on a fait une étude une étude un peu plus globale en consultant différents fabricants, en leur demandant, voilà, pour ce projet, qu'est-ce que vous nous faites? On a fait des déambulations nocturnes avec les élus pour valider le choix esthétique diurne et nocturne, parce que l'éclairage en tant que mobilier a également un rôle le jour. Et on s'est dit, voilà, par rapport aux usages, qu'est-ce qu'on est prêt à mettre en face? Il faut savoir qu'on peut quasiment tout faire. On peut commander d'éclairage avec son smartphone. On voit souvent ça dans les reportages télévisés. Sauf, ce qu'on ne dit jamais, c'est combien ça coûte. C'est notre mission, c'est de savoir combien ça coûte pour quel usage. Donc on fait la balance entre les deux. Aujourd'hui, ce que nous avons mis en place sur la ville, on est sur des systèmes qui abaissent le niveau d'éclairement la nuit. On baisse quasiment de 70% la puissance entre minuit et 5 heures. Parce qu'on n'a pas d'usage, on n'a pas d'activité suffisamment importante pour pouvoir se permettre de mettre de la détection. Le système qu'on met en place coûte une trentaine d'euros en ville, qui est très vite amorti. Et quand on met un système en phase de détection de présence, c'est qu'il peut se mettre, je rappelle, que sur de la LED, c'est-à-dire sur la majorité des installations en France, ça ne peut pas se mettre, parce que la LED a un fonctionnement instantané, donc il faut obligatoirement avoir de la LED pour mettre ce type d'installation. Les coûts varient entre 150 et 250 euros pour un gain potentiel entre minuit et 5 heures. C'est-à-dire qu'entre minuit et 5 heures, on n'est pas sur 4100 heures à l'année, mais on est à peine sur un gain potentiel sur 2000 heures. Donc il faut vraiment se poser la question du modèle économique de ce type de mise en œuvre, d'équipement, pour savoir si c'est réellement pertinent. Sur les calculs qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, on a des gains énergétiques. Alors, quand je donne des chiffres là, c'est vraiment par type d'installation. On a ce qu'on appelle le facteur 4, c'est-à-dire qu'on a très vite 75% de gains sur une opération. Lorsqu'on a fait les quais, on était même un peu plus de 80% d'économie en kilowattheure sur l'installation, pour un coût d'investissement relativement modeste. Voilà, ça répond en partie à des questions qu'ont posées les internautes en préparation à ce débat sur la question de l'éclairage dit intelligent. Ça peut être une réponse du moment que c'est adapté à la situation. Tout à fait. C'est ce que vous nous dites. Voilà. Et puis au-delà de ça, alors c'est vrai que c'est une réponse qui peut être une installation qui peut être adaptée. Donc il faut absolument qu'on ait cette technologie. La particularité de l'éclairage, il est illusoire de penser qu'on puisse remplacer une lampe, un luminaire d'éclairage comme une ampoule chez soi. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a des problèmes d'efficacité énergétique où chez soi c'est secondaire. Quand on éclaire une pièce, on ne va pas aller mesurer le niveau d'éclairement qu'on a au sol. Dans un espace extérieur, on est obligé parce qu'on a des obligations réglementaires. Et au-delà de ça, les installations d'éclairage sont caractérisées par des câbles électriques avec des grandes longueurs électriques. Donc on a des câbles qui peuvent aller jusqu'à 400-500 mètres qu'on n'a pas chez soi. Et donc quand on fait des travaux, on doit reprendre en compte tous ces critères et on doit respecter aussi le code du travail. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, là où peut-être on pourrait remplacer juste un luminaire, mais il va falloir qu'on remplace le luminaire, remplacer le câble, peut-être faire des tranchées, donc on va augmenter le coût des travaux, mais on aura une installation qui sera efficiente et en conformité par rapport au code du travail. Donc on a tous ces critères-là qu'il faut intégrer dans un projet et qui viennent alourdir aussi le coût et qui peuvent aussi atténuer le nombre de points remplacés. Aujourd'hui, vous citiez tout à l'heure 10 000 points d'éclairage public sur la ville de Douai. Tous ont été récemment mis aux normes, rénovés, ou il y a encore des choses à faire sur des points de Douai, des quartiers où ça nécessite encore de gros investissements? Alors, pour vous donner une idée, on a environ 15% du patrimoine qui est en source LED, donc une technologie qui est récente. Alors, quand je dis récente, au niveau de la ville, et un peu comme les grandes villes de France, on a commencé à poser de la LED il y a 5 ans. Alors, il y a beaucoup de villes en France qui en ont posé depuis des années, sauf que la question qu'on s'est posée, c'est la prise en compte notamment de la biodiversité par rapport à la température de couleur, ce que j'appelle l'efficience énergétique, c'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut pas qu'on consomme plus d'énergie et par rapport à une situation classique. Donc ça, cet équilibre, on a pu le trouver il y a maintenant 5 ans, donc on a commencé à poser de la LED depuis 5 ans. Ce qui fait qu'on est environ à 15% du patrimoine. Avec la trame sombre, on va rénover entre 6 et 7% du patrimoine. Donc c'est quand même pas mal. Et le reste, on va rénover à l'avancée. Donc à l'avant, on va rénover. Dès qu'on fait des travaux de rénovation, systématiquement, on va donc penser à rénover l'éclairage en mettant des luminaires source LED. Donc on a des programmes
pluriannuels d'investissement, donc qui tiennent justement en compte. Mais les objectifs peuvent être multiples. C'est soit de la consommation énergétique, on va chercher à baisser le niveau de puissance, donc en assurant un éclairage de qualité. Donc là, on va faire des gains énergétiques importants. Ça peut être des problématiques de vétusté ou je ne veux pas dire de sous-éclairement, mais d'éclairement plus faible, ce qui peut être le cas. Donc là, ce n'est pas l'économie, c'est plutôt la sécurité qui va être privilégiée, ou tout simplement des questions de nuisances lumineuses, comme on a fait sur les quais de Scarpe, où là, c'était une problématique liée aux nuisances et aussi une problématique réglementaire. Donc on a plusieurs leviers d'action et donc dans les programmes qu'on établit chaque année. Johan Roulet, la ville, c'est un espace de vie également pour le monde animal. C'est pas uniquement réservé aux humains citadins. Ouais. Et il y a surtout oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'être humain, il est quand même. Enfin, ça après, c'est une opinion, hein, mais. C'est-à-dire que l'être humain, il fait partie de ces écosystèmes. C'est-à-dire que l'environnement qu'on a aménagé nous, c'est effectivement un environnement qui du coup n'est pas forcément accueillant pour la biodiversité. L'idée, c'est d'essayer de rendre cet environnement le plus perméable à toute la biodiversité pour que l'environnement urbain soit déjà aussi agréable à vivre, avec une nature qu'on puisse observer tous les jours, et puis voilà, un confort de vie. Et aussi, ça permet de préserver la faune, la flore, pour lui laisser plus de place un petit peu chez nous, entre guillemets, quoi. S'il ne fait pas suffisamment sombre dans la ville, qu'est-ce qui se passe pour ce monde animal ? Il va ailleurs, il migre, il s'en va vers des... C'est ça. En fait, et ça amène du désordre. Est-ce que ça bouge les équilibres ? En fait, ce qu'il faut, c'est ça. C'est de laisser. En gros, plus on va éclairer, moins on va laisser de la place à la biodiversité pour s'installer. Donc, ça va être pour nicher, pour se reproduire, même pour passer d'un point A à un point B, etc. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour elles, pour ces espèces-là, pour survivre en fait, pour survivre aux années, aux décennies, aux siècles, etc. Leur laisser de la place pour qu'elles puissent se reproduire, se nourrir, migrer même en fait entre le. Donc, c'est-à-dire que réduire l'éclairage, c'est laisser plus de place à la faune et à la flore pour qu'elles puissent s'installer dans nos villes, et aussi du coup permettre sa préservation à long terme. C'est-à-dire lutter contre l'érosion, en fait, la disparition des espèces au fur et à mesure. Voilà. Et puis recréer un équilibre, c'est-à-dire que quand il y a suffisamment de chauves-souris, on est moins embêté par les moustiques l'été. Ouais, c'est vrai que les moustiques là-dessus, c'est un peu des... je dirais c'est des justicières, mais oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, les chauves-souris sont des grosses consommatrices d'insectes. Quand je dis grosses consommatrices, c'est vraiment beaucoup. C'est plus de 500 moustiques, c'est estimé à peu près par nuit pour une chauve-souris, donc c'est vraiment beaucoup. Et donc tout ça, ce sont des insectes qui peuvent éventuellement nuire soit à notre potager, soit même à nous-mêmes éventuellement. Nous gêner à cause des mouches, à cause des moustiques, à cause des papillons, des chenilles, etc. Donc les chauves-souris mangent ça. Il faut savoir que les déjections des chauves-souris aussi sont extrêmement riches pour le potager. Pendant un temps, il y avait les agriculteurs qui allaient récupérer le guano dans les grottes pour les étendre dans les champs. C'est des apports de nutriments très importants, c'est très riche en azote. Donc c'est vraiment pas des ennemis, les chauves-souris, pour le coup, par rapport à notre façon de vivre. Et les accueillir dans notre environnement, dans le milieu urbain, c'est aussi accueillir du coup une alliée pour nos jardins et pour nos vies. La chauve-souris, parfois, c'est un animal qui peut faire peur, qui véhicule des tas d'a priori. Le noir aussi, ça fait peur. Et de se dire qu'on a besoin du noir et besoin des chauves-souris, comment on fait pour que les gens n'aient pas peur de tout ça ? La chauve-souris, c'est le mystère, en fait. C'est un peu c'est une incarnation du mystère. Ça, et le noir aussi, en fait, c'est l'inconnu qui fait peur finalement. Et quand il n'y a pas de lumière, c'est aussi ça. C'est aussi à naviguer dans le noir, etc. Si on ne sait pas où on va. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que les chauves-souris sont des animaux qui ne sont pas agressifs, qui ne sont pas. Enfin, c'est vraiment des animaux qui sont. En fait, ça fait partie de la biodiversité. Fait partie d'un écosystème qui est complexe, hein, les écosystèmes, c'est-à-dire que les chauves-souris vont manger les insectes vont aussi, les chauves-souris vont fertiliser les sols, les chauves-souris vont servir de proie aussi aux oiseaux, à certains prédateurs, à certains reptiles. Enfin, tout ça, c'est des écosystèmes complexes. Apporter de la lumière dans ces écosystèmes complexes qui sont bien réglés depuis des siècles, depuis des millénaires, des dizaines de millénaires, ça va créer des perturbations sur le long terme qui peuvent nous être nuisibles.
c'est aussi ça. C'est que, en fait, tout ça, ce sont des mécanismes avec des rouages assez petits, assez fins. Et quand on va mettre un petit grain de poussière dans ce rouage, il y a des risques que ça nous retombe dessus à un moment donné. C'est un peu sur ce principe-là. Après, donc ça, c'est des concepts un peu larges, c'est sur du long terme. Mais même à court terme, en termes de préservation des espèces, toutes les chauves-souris en France sont protégées. C'est pareil, il faut le savoir au niveau de la loi. La loi française protège toutes les chauves-souris. Et en plus de ça, les chauves-souris, elles sont protégées, mais elles sont aussi, c'est-à-dire que les populations ne se portent pas super bien. Donc globalement, en fait, c'est-à-dire que réduire la lumière, ça permet de préserver les populations directement, et puis sur le long terme aussi maintenir les écosystèmes. L'hiver, elle fait quoi la chauve-souris? Elle dort? Ouais, elle dort. Ouais, elle se met. En fait, l'hiver, la chauve-souris n'a plus de proie. En fait, comme je disais, les chauves-souris mangent beaucoup. Donc, en fait, c'est-à-dire que les chauves-souris, pour le vol, ne peuvent pas stocker beaucoup de graisse. Donc, elles consomment ce qu'elles dépensent tout de suite, quasiment. Et le problème, c'est que l'hiver, quand il n'y a plus de proie, du coup, elles ne peuvent pas voler non plus. Donc, ce qu'elles font, c'est comme elles ne peuvent pas voler, elles ne peuvent pas se nourrir, elles se mettent en pause, entre guillemets. Elles font une pause. Et ça tombe bien, parce qu'avec le froid, elles en profitent, entre guillemets, pour se mettre. Et elles cherchent des endroits où l'humidité, la température est stable. Et elles se mettent elles rentrent en hibernation, on appelle ça. La température du corps de la chauve-souris elle descend environ à 4 degrés. Et en fait, en gros, l'énergie qui est dépensée en un mois en hibernation pour une chauve-souris, c'est l'énergie qu'elle pourrait dépenser en 1 ou 2 nuits de vol d'activité. Donc en fait, elle ralentit son corps, elle ralentit le cœur bat très lentement, le sang circule très lentement, elle dépense très peu d'énergie et elle attend le retour favorable, le retour du printemps. Alors pendant cette même période également, la nature de façon générale va s'endormir, les arbres et autres. C'est-à-dire que si à ce moment-là, Roger Couillet allume la lumière un peu plus tôt parce que le soleil s'est couché lui aussi un peu plus tôt, c'est pas un désordre, c'est moins gênant. L'hiver, pour les chauves-souris, vu que les chauves-souris sont en hibernation l'hiver et qu'elles ne sont pas actives, si c'est éclairé la nuit, c'est moins gênant qu'en période où elles sont actives. C'est-à-dire qu'il faut une saisonnalité également de l'éclairage public. C'est-à-dire que l'éclairage, en fait, il impacte pas que les chauves-souris. Il impacte toute la biodiversité. Il y a une partie de la biodiversité qui est active en hiver aussi. Donc effectivement, réduire l'éclairage en été, c'est bien. Si l'éclairage est un peu plus fort en hiver, c'est pas gênant pour les chauves-souris. Ça peut être éventuellement gênant pour d'autres groupes. Après, tous les groupes ne sont pas impactés à la même intensité avec la pollution lumineuse. Donc c'est vraiment la saisonnalité est importante à prendre en compte. Après, c'est vrai que plus on réduit l'éclairage, mieux c'est globalement. De toute façon, que ce soit en été ou en hiver. La saisonnalité, elle est importante s'il y a d'autres enjeux à prendre en compte. Et à ce moment-là, il faut adapter les mesures en fonction des enjeux. C'est le travail de Roger, finalement. C'est ça, c'est tout sous-peser, la biodiversité, les enjeux, etc. Et donc, la saisonnalité, oui, c'est important à prendre. Pour les chauves-souris, en tout cas, si on augmente l'éclairage l'hiver, c'est moins gênant. Vous allez demain, je rappelle encore une fois, animer un webinaire sur la trame sombre à Douai. On ne va pas faire le débat ici, mais est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter ce que c'est qu'une trame sombre pour l'un et pour l'autre? À quoi ça correspond, une trame sombre? Est-ce que vous en avez la même définition? Je peux... Vas-y, commence. Vas-y. Alors, en fait, on parle de trame sombre à Douai. Il faut savoir qu'en fait, il y a d'autres termes. On parle de trame noire, on parle de trame obscure, je crois, et trame nocturne. Il y a plusieurs grises aussi. Ça, j'ai jamais les trames grises, mais voilà, il y a beaucoup de termes. Au niveau de biodiversité, ce qui est beaucoup utilisé, c'est la trame noire, parce qu'en fait, la trame noire, c'est une continuité de la trame verte et bleue. La trame verte et bleue, c'est en fait une identification à une échelle paysagère des éléments structurants du paysage. Par exemple, vous avez un paysage avec des boisements, des ruisseaux, une ville, une route. La biodiversité va se développer au sein de ce paysage. Vous allez avoir par exemple le chevreuil. Si on regarde le chevreuil, il va se reproduire et se cacher dans le boisement. Il va passer par les haies, etc. Il va éviter de passer par les routes. Tout ça, en fait, va conditionner un petit peu C'est un plan de déplacement. C'est un peu un plan de déplacement. L'idée, c'est de voir ce qui bloque le passage de la faune et ce qui bloque aussi, ce qui peut déranger sa reproduction, dans un but de préservation. Si on bloque le passage de la faune, en fait, si on bloque un passage, puis 2, puis 3, puis 4, et qu'à la fin, la faune se retrouve piégée, il va y avoir un effet de consanguinité. La consanguinité, c'est pas uniquement chez l'humain, c'est vraiment dans toute la faune. Il va y avoir de la consanguinité, et le consanguinité peut avoir des effets délétères, peut avoir des effets importants sur la biodiversité.
aussi. C'est-à-dire que s'il y a de la consanguinité, ça veut dire qu'il y a moins de diversité génétique. S'il y a moins de diversité génétique, ça veut dire qu'il y a moins de tolérance à la variation de l'environnement, que ce soit l'apparition d'une maladie, que ce soit le fait qu'il fasse plus chaud, plus froid, etc. Donc un corridor, c'est ça, c'est la trame sombre, c'est un corridor permettant la circulation nocturne des espèces sans les gêner par une source lumineuse. La trame noire, trame sombre, trame noire, le but c'est d'identifier effectivement ces cœurs de nature et ces corridors qui les relient, et de regarder ça la nuit, de savoir comment la faune évolue la nuit au niveau de ces corridors et de ces réservoirs, et d'essayer de voir si la pollution lumineuse ou les nuisances lumineuses vont pas bloquer justement les circulations. Établir une trame sombre à Douai plutôt qu'une trame noire, c'est quoi? C'est on éteint, mais pas tout à fait? Oui, c'est ça. Alors déjà, donc, on lit les mots trame et sombre. Qu'est-ce qui se trame? Ça peut avoir déjà un effet négatif. Sombre ou noir, ça, on vient rajouter une couche. J'ai pu entendre des commentaires sur ces sujets. Non, en fait, je préfère plutôt le terme de trame sombre. Trame noire, je trouve que c'est trop réducteur. La trame noire, c'est-à-dire qu'on a un espace, on crée un couloir nocturne, on éteint, et voilà. Une trame sombre ou trame grise, trame nocturne aussi, on va adapter l'éclairage aux usages. Alors la biodiversité, donc comme le disait Johan, tout ce qui englobe la biodiversité, et dans la biodiversité, j'inclus aussi l'humain. Donc l'humain, l'usage, a des besoins de déplacement. Ça inclut également les nuisances lumineuses, l'énergie. Donc c'est un consensus de tout, c'est un amalgame de toutes ces données, et qui va être adaptable pour que ce soit des usages. Donc on ne va pas éclairer, si on n'a pas besoin d'éclairer, on va adapter. Et donc la trame sombre, c'est mise en place à l'échelle d'un territoire. Donc pour notre ville, c'est 103 hectares environ sur le projet. Et pour 600 points lumineux, donc ça peut donner une ampleur sur laquelle on va adapter l'éclairage à prendre en compte tous ces critères, mais avec un coût en face, avec un coût qui est quand même non négligeable. Et malgré vos efforts, parfois, c'est contrarier tout ça par de l'éclairage qui, cette fois-ci, n'est pas de l'éclairage public, mais qui relève du privé. Oui, tout à fait. Alors dans le cas des diagnostics qu'a fait Odyssée, donc on s'est un peu penché sur le sujet. On a identifié ce qu'on appelle les points de conflit. Donc les points de conflit, c'est qu'on a superposé toutes nos couches, notre base de données en éclairage qu'on a superposée, et on a regardé à un moment donné. On s'est dit, là, il y a des soucis. On a regardé dans notre base, on ne voit pas très bien. Et puis finalement, en faisant des visites nocturnes, on s'est aperçu qu'il y avait certains points de conflit qui n'étaient pas de l'éclairage exploité par la ville. Et donc, une des missions qu'il y aura par la suite dans le cadre de ce projet, ça sera de sensibiliser les acteurs privés, au sens large du terme, des opérateurs économiques également, pour pouvoir adapter l'éclairage, peut-être réorienter ou incliner différemment les projecteurs, les luminaires, peut-être éventuellement les changer. Voilà, prendre en compte, expliquer qu'on est dans un contexte particulier où la collectivité, la ville fait un investissement important pour préserver la biodiversité, et qu'il faut tenir compte, et que tous les efforts qu'on va faire, s'il n'y a pas de... je ne vais pas dire mise en conformité, mais d'adhésion également de la part du privé, ça va être plus compliqué. Et on a des exemples sur le diagnostic. C'est clair que voilà, il y a des points qui sont, je ne vais pas dire des points noirs, ça serait un mauvais jeu de mots, mais des points vraiment à éclaircir. Voilà, finalement, ça a du sens que de mener cette politique sur la ville de Douai et se limiter au périmètre de la ville. Parler tout à l'heure de déplacements nécessaires. Enfin, voilà, une ville, on y rentre, on y sort. Je pense que pour la faune, c'est exactement la même chose. Si on veut que ce soit véritablement efficace, il ne faut pas se cantonner uniquement à ça. Alors, dans un premier temps, déjà à l'échelle du territoire de la ville, donc je rappelle, c'est quasiment 103 hectares, donc c'est quand même une surface très importante. Donc on a identifié clairement, et après donc on a fait un peu d'extrapolation, parce que l'Odyssée s'est arrêtée au territoire municipal. On voit donc on a des extrapolations, on en serait sorti de la ville, auquel cas oui, il y aura sûrement à l'échelle du territoire des réflexions, j'ai pas des actions, mais des réflexions à se poser quant aux usages, quant au type de matériel qui est mis en place. Voilà, donc il y aura toutes ces réflexions-là qu'il faudra sûrement intégrer dans les projets futurs. Je veux venir aussi ajouter que c'est pas mieux ou moins bien de faire un focus sur la commune. C'est-à-dire que il faut regarder finement, parce que nous en fait l'idée c'est de voir un petit peu essayer de voir les différentes échelles. On va regarder, il faut que le territoire de la commune soit cohérent effectivement avec ce qui l'entoure.
Mais il faut aussi qu'à une échelle très fine, même à l'échelle du luminaire, ça soit aussi intéressant. En fait, il faut vraiment regarder à toutes les couches, savoir si on a une cohérence globale. Donc il faut à la fois regarder à l'échelle de la commune, de la communauté d'agglomération, de la région même, et puis aussi regarder à une échelle très locale, le long du canal, sur les ponts, sur chaque luminaire un petit peu, si ça ne crée pas un point. Donc il y a vraiment une observation à faire à différentes échelles. Et en fait, le fait de travailler un territoire communal, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller très très finement à l'échelle des rues, à l'échelle des ponts. Voilà, c'est ce qu'on a fait à Douai en fait. Effectivement, il y a un regard à observer sur la cohérence globale. Après, nous, on s'est appuyé pour la trame sombre de Douai, par exemple, sur un document qui s'appelle le schéma régional de cohérence écologique. SRCE. Et en fait, c'est un document qui définit les grands corridors et les grands réservoirs à l'échelle de la région. Donc nous, on s'est appuyé ce document-là pour que la trame sombre de Douai soit quand même cohérente à une échelle régionale. Alors, ce qui peut paraître paradoxal de temps en temps, c'est de dire on éclaire moins pour préserver la biodiversité, mais on éclaire quand même pour que la ville soit belle et mettre en valeur son patrimoine, surtout dans une ville comme Douai. C'est compatible tout ça, parce que la lumière, c'est également une mise en valeur de ce patrimoine bâti remarquable dans la ville de Douai. On peut dire on peut rendre les nuits plus belles avec la lumière. D'autres diront on peut rendre la ville plus belle en l'éteignant. Voilà, après, ça dépend de la vision de chacun. C'est vrai que la lumière extérieure, la lumière artificielle a plusieurs rôles. Le premier, c'est l'usage pour la sécurité des déplacements, la protection des biens. Donc voilà, c'est vraiment ce rôle fondamental. C'est la raison pour laquelle c'est mis en œuvre généralement. Ensuite, on a la partie plus festive, temporaire. Je prends les fêtes de fin d'année, les fêtes de Gaillon, voilà, où on peut avoir des animations lumineuses et sonores sur des points particuliers de la ville. Et ensuite, on a les mises en lumière pérennes. Donc, on a ce qu'on appelle un plan lumière sur Douai. On a notamment le beffroi qui vient d'être refait récemment, donc mis en lumière. Tout ça en tenant compte également des nuisances lumineuses, parce que la technologie le permet, et également de la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne doit plus mettre en lumière un bâtiment comme on le faisait il y a 10, voire 15 ans en arrière. Aujourd'hui, la technologie permet de miniaturiser, d'optimiser, et rien qu'à voir le beffroi qui vient d'être fait, on est totalement sur quelque chose de complètement différent sur ce qui a été fait il y a une vingtaine d'années. Vous évoquiez, avant qu'on débute cet entretien, justement, les ponts qui symbolisent un petit peu aussi bien le patrimoine bâti que les zones importantes de sécurité, pour traverser un pont en toute sécurité, mais également le pont sur la Scarpe, qui est un lieu stratégique également au titre de la biodiversité. Ah ouais, le pont, c'est-à-dire que c'est vraiment... déjà, le pont, c'est un peu l'image du corridor. Le corridor, c'est un pont entre deux réservoirs de biodiversité. Et après, concrètement, le pont, c'est un endroit où il faut qu'il y ait de la sécurité. C'est un endroit, souvent les ponts sont des ouvrages d'art, c'est des ouvrages qui font partie du patrimoine culturel. Et les ponts sont aussi, il faut le savoir, des habitats pour les chauves-souris. Les chauves-souris peuvent se digiter sous les ponts. Et aussi, souvent, les ponts, quand même, ça sert à passer au-dessus d'un cours d'eau. Et les cours d'eau sont des réservoirs, sont vraiment des espaces où la biodiversité est souvent très importante, très riche, et donc à préserver. Et donc, c'est des espaces où, là, c'est tout l'enjeu de se mettre d'accord avec, du coup, les éclairagistes pour essayer de trouver un bon compromis entre un éclairage qui va respecter la biodiversité et un éclairage qui va permettre de circuler en toute sécurité et en même temps éventuellement de mettre en avant le patrimoine bâti culturel du pont. Donc c'est un vrai défi en termes de conception de lumière. Il faut bien avoir connaissance des effets de la pollution lumineuse et puis de ça. Douai aujourd'hui, c'est quoi? C'est une commune pionnière ou un laboratoire ouvert en termes d'éclairage public? Alors par rapport à la trame sombre, c'est quelque chose qui est avant-gardiste. Ça c'est clair. Tant d'un point de vue expérimental, alors, ça a déjà été fait, pas à la même échelle, mais sur le même principe de technologie sur l'île, sur un projet qui a été réalisé récemment sur l'île. En termes de projet réalisé, ici, on est vraiment dans une phase expérimentale par rapport à l'échelle du territoire qui est mise en place, et aussi au niveau la technologie mise en œuvre, notamment pour les passages pour piétons, quelque chose qu'on va remettre en place. On va adapter également le fonctionnement, l'asservissement de l'éclairage et passages pour piétons en accentuant les contrastes par rapport à la présence des piétons. Donc on va mettre tout ça en place, et cette approche que l'on a, oui, est assez novatrice en
en région et même en France par rapport à l'approche globale. Aujourd'hui, quand on fait un projet d'éclairage, on ne se dit pas on va poser d'éclairage et on verra. Non, on pose l'éclairage, on regarde comment ça vit, comment on se projette en 10, 15, 20 ans, on modélise, on regarde comment ça va vivre, tous les impacts, les coûts, et on essaie de trouver la meilleure solution qui puisse répondre à nos besoins. Et l'originalité de la trame sombre de Douai, en fait, elle est quand même double aussi. Enfin, c'est qu'il y a eu beaucoup d'inventaire de terrain qui a été fait sur Douai. On a fait beaucoup d'enregistrements acoustiques pour identifier les chauves-souris. Ça, c'est quelque chose, je le sais, qui a été fait en termes de densité à l'échelle du territoire. Je pense que c'est le territoire en France où on a fait le plus de points d'inventaire à l'échelle du territoire pour identifier les chauves-souris. Quand même, à l'échelle de la commune, on a fait 80, donc c'est ce qui est énorme. Et première chose. Et deuxième chose, c'est aussi une trame noire où il y a des travaux qui vont être faits directement après le diagnostic. C'est-à-dire que là, des travaux vont être lancés peut-être 2-3 ans après le diagnostic, ce qui est vraiment très court. Hein. Donc là-dessus, on est vraiment sur une originalité où il y a eu un diagnostic qui est très original, et en plus des travaux qui vont être faits vraiment très rapidement après. Dans la foulée. Donc là-dessus, je pense qu'on est vraiment... Et l'évaluation, justement, du bien-être apporté à la biodiversité, il va se faire quand? À quel moment on pourra mesurer les effets? On pourra mesurer dès que les installations seront finies. On pourra mesurer effectivement l'activité, voir si les chauves-souris ont une activité qui est similaire à ce qu'on a mesuré avant. À ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu d'effet et on sera un peu déçu. C'est ballot. Ou alors on va mesurer que effectivement l'activité, le canal, l'activité est continue le long du canal, et donc effectivement qu'on est bon par rapport aux travaux qu'on a entrepris et l'investissement qui a été mis. C'est vrai que ce que tu disais par rapport entre le moment où on a eu le diagnostic, j'expliquais en début de l'intervention, au moment où on a eu le diagnostic et qu'est-ce qu'on en fait, et le moment où on est allé solliciter la région pour avoir les fonds, on a eu un délai très très court. On a sorti le dossier sur 6 mois. Donc pour un dossier qui fait quasiment en euros 1 700 000 euros, quand même hors taxe, c'est quand même une somme très conséquente. On a sorti le dossier sur 6 mois grâce à notre base de données. Donc on a quelque chose on a une base informatisée depuis plus de 30 ans. Donc on a pu extrapoler, sortir les données très rapidement, les superposer. Technologiquement, on a pu, avec les connaissances que l'on a, en faisant des recherches, on a pu monter un dossier technique, et ce qui fait qu'on a pu sortir le dossier ce qu'on appelle le dossier de consultation pour aller chercher les offres des entreprises très 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 rapidement. Beaucoup de projets en France, on est souvent à la phase étude, diagnostic, puis quelque part, vu après les montants financiers qu'il y a à mettre en face, quelquefois ça reste dans un tiroir, parce que les montants sont quand même conséquents. Aujourd'hui, cette question de l'éclairage et de sa nature, elle est prise en compte dans chaque projet de réaménagement de l'espace public? Oui, dans tous les davantage projets. qu'avant ou Non, pareil, elle a toujours été au centre. Elle était toujours une des composantes. Mais avec une autre approche alors Non, j'aurais pas une autre approche. Elle est toujours présente, mais on intègre d'autres paramètres. On intègre d'autres paramètres, notamment le paramètre supplémentaire, c'est la biodiversité. La technologie a évolué, donc la technologie évoluant, nos moyens de conception, de dimensionnement ont évolué, se sont adaptés. Donc voilà, on a suivi le mouvement. Par contre, à côté de ça, est venu se greffer la biodiversité aujourd'hui, qui est un des critères. Là, nous avons fait récemment le square du Dauphin, donc qui est juste derrière. Et donc sur ce square, on a justement mis peu de luminaires, parce qu'on a tenu compte des mobiliers donc, qui étaient présents, mais également des surfaces des bâtiments et du sol. Donc on avait des surfaces qui étaient très claires de part et d'autre. Donc si on mettait beaucoup de luminaires, voire beaucoup plus de puissance, on aurait vraiment fait un projecteur à ciel ouvert. C'est pas le but. Le but, c'est que l'œil humain puisse voir clair, se déplacer en sécurité, tout en limitant les nuisances lumineuses. Donc voilà, notre objectif, c'est à chaque fois de quantifier le bon niveau d'éclairement, puis éclairer, comme devise de l'AFE, éclairer juste, vraiment la bonne valeur, puis quand il le faut. C'est vraiment notre leitmotiv aujourd'hui. Alors si, pour conclure, je vous pose la question, faut-il éteindre les lumières? Que répond l'écologue? Moi, je réponds oui. Simplement, oui, c'est clair. Oui, d'un point de vue biodiversité, c'est-à-dire que naturellement, les écosystèmes se sont construits avec un cycle jour-nuit bien marqué. Donc évidemment, la lumière la nuit n'est pas forcément très, très bonne pour la biodiversité. Donc moi, j'aurais tendance à dire oui. Et du côté de l'expert en éclairage public, c'est quoi? C'est oui, un peu.
Pour l'échelle, alors éteindre, c'est une décision politique. Donc voilà, je suis pas apte à vous donner une réponse sur ce sujet. Voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on adapte l'éclairage aux usages. Voilà, adapter l'éclairage aux usages, c'est-à-dire aujourd'hui, si on n'a pas d'activité, on n'a pas de besoin, on peut baisser le niveau d'éclairement. Pourquoi pas techniquement l'éteindre, mais encore une fois, c'est une décision politique, mais on peut baisser le niveau d'éclairement pour assurer un niveau d'éclairement suffisant pour assurer la sécurité, en ayant en tête à chaque fois le coût d'investissement, le coût d'énergie, le coût des dispositifs à mettre en place, la maintenance. Donc on a tous ces critères qu'il faut intégrer pour essayer de trouver la solution la plus efficiente possible. Je vous remercie en tout cas de nous avoir éclairés au cours de ce débat. Je rappelle que demain, vous serez donc en web binaire, que les internautes pourront suivre vos explications à propos de la trame sombre, mais également poser directement leurs questions et vous y répondrez tous les deux à ce moment-là. C'est demain, lundi 26 avril à 18h30. Voilà, donc et on trouve le lien très, très facilement sur les réseaux sociaux de la ville de Douai. On va remercier l'équipe du théâtre et son directeur, M. Boulard, pour nous avoir accueillis ici pour ce débat. Je pense notamment à Benjamin et à Cathy également. Remercier l'ensemble des services de la ville de Douai qui ont rendu possible ce débat dans le cadre de cette semaine verte, et puis vous signaler qu'à la mise en image et mise en son de ce débat, c'était l'équipe de Festivity Events pour la réalisation technique. Merci. Qu'est-ce que je vous dis, bonne nuit au noir ou Bonne nuit, oui. À demain. À demain. À demain pour d'autres. À demain. Merci, au revoir. Merci, au revoir.